Bon, donc rapidement aujourd'hui, nous sommes là pour discuter de comment minimiser l'effort des équipes métiers lors des tests de flux. Une problématique très orientée sur l'intégration et comment minimiser finalement les activités des uns des autres. Donc pour resituer un petit peu qui je suis et qui est Middleware Edition. Donc effectivement, donc moi je suis Emmanuel Aîné, je suis architecte de solutions, je suis un expert technologie d'intégration d'API, de USB, ETL. Je fais partie, effectivement, je suis gérant de middleware solutions et middleware qui est donc la maison mère de Middleware Edition, donc qui est l'éditrice en tout cas de la solution dont je vais parler tout à l'heure. Voilà, et nous réaliserons du conseil en architecture à tous les niveaux, donc très orienté sur la partie applicative et depuis maintenant une petite dizaine d'années, on fait quand même beaucoup de cloud sur GCP, Azure et AWS. Bon, une petite visualisation de nos clients du moment. Donc la question du jour qui nous intéresse, c'est minimiser l'effort pendant les tests d'intégration. Donc un petit retour sur la problématique et puis on va discuter de la solution qu'on propose. Alors, déjà une vision large des douleurs de l'IT dans l'interconnexion de systèmes. La solution dont on va parler, donc EFR Enterprise Flow Repository, s'intègre dans une vision plus large, avec effectivement une vision pour répondre à ces différentes douleurs. Donc, des douleurs en développement avec peu de factorisation, des douleurs en recette des flux, on va en parler aujourd'hui, on va se focaliser dessus, avec une productivité très réduite des différents intervenants, des difficultés aussi de support IT pour justement trouver la bonne information et apporter une vraie réponse en niveau 1 et en niveau 2. Et puis des douleurs récurrentes en termes de transformation, puisque bon nombre de DSI n'ont pas de visibilité sur l'existant, ce qui en amène effectivement qui amène des flous, en tout cas, sur la partie pilotage. Aujourd'hui, on se focalise sur la recette. C'est parti. Donc, de coup, on va parler. Bon, j'imagine que vous aussi, vous connaissez le sujet. Donc, l'objectif, il est de valider le bon déplacement des données entre applications. C'est ça, finalement, l'intégration entre applications. Alors, qui les réalise? On retrouve deux cas de figure, soit les équipes fonctionnelles qui font des actions dans les applications sources et cibles, donc des gens qui connaissent bien ces applications et les workflows, ou bien des équipes qui sont expertes dans les tests, donc dans des équipes transverses en fait. Comment est-ce qu'elles font ça? Effectivement, elles déroulent des workflows dans les applications sources et puis elles vérifient que dans les applications cibles, elles retrouvent en tout cas les données espérées. Et les flux en tout ça, finalement, c'est quand ça se passe bien, c'est magique, on voit les données sources arriver dans les applications cibles. C'est un constat de fait. En cas de problème, il faut solliciter par appel ou par ticket les équipes de développement. J'ai retracé et rappelé les activités qu'on retrouve habituellement pour les tests d'intégration. Donc, deux colonnes, la partie gauche, en cas de nouveauté, d'évolution ou de non-régression, on part de tests fonctionnels applicatifs dans les applications sources. On vérifie le comportement des flux émis, ou alors on constate en tout cas que la donnée est arrivée dans l'application cible. Et puis, s'il y a dysfonctionnement, on retombe dans un cas qui est exactement le même du correctif en production ou dans un autre environnement, en recette ou pré-production ou autre. C'est-à-dire que l'équipe de développement de flux doit analyser le dysfonctionnement, doit essayer de reproduire, qui va corriger les flux qui sont de format API, USB, ETL. Et puis ensuite, ils doivent reproduire le comportement désiré, donc sans le dysfonctionnement, pour que le correctif soit réinjecté
par exemple dans le cas d'une nouveauté, et puis on retombe sur une vérification par les tests fonctionnels, etc. Donc là, c'est vraiment le mode de fonctionnement, projet à gauche et à droite de MCO. Ok, alors quels sont les problèmes et pourquoi finalement on propose quelque chose de nouveau? Le problème, le constat, c'est que les équipes de test, les équipes fonctionnelles, elles n'ont aucune visibilité sur cette partie flux. Comme je le disais, la seule possibilité, c'est de vérifier dans l'application cible que la donnée est là. Alors, est-ce que le flux s'est passé en succès ou en erreur? Ça, c'est toujours très approximatif. Ensuite, le problème qui est inhérent, en tout cas, à cette problématique de flux, c'est le fait qu'il y ait une inertie importante lors des procédures de test. Réaliser des scénarios, les dérouler, mettre en place les jeux de test, c'est long, ça demande une compétence certaine. Et voilà, c'est assez. Donc, c'est une charge importante, c'est un délai aussi important et une réactivité assez faible. Cumulé à ça, que les développeurs, ils sont surchargés, ils n'ont pas de disponibilité, donc ça accentue en tout cas la réactivité de l'équipe IT. Pour couronner le tout, ces développeurs, ils sont dans la difficulté parce qu'il faut faire le tri dans tous les échanges qui peuvent partir d'une application. Donc on vient effectivement rajouter une difficulté pour ces équipes de développement pour trouver le problème. Alors, ce qu'on vous propose avec EFR, donc Enterprise Flow Repository, c'est ce schéma, c'est-à-dire de partir sur un outil qui va vous permettre d'observer ce qui se passe dans un environnement de production ou hors production. Et puis, sur cette observation, on va prendre une référence. C'est-à-dire que, tout simplement, on va constater un échange, on va dire, ça, c'est la référence pour mon flux, pour mon test, pardon. Et c'est le point de départ. Ensuite, cette prise de référence, elle va être répétée et elle va être comparée à d'autres exécutions. Donc, exécution corrective, exécution de non-régression, et exécution effectivement d'évolution. Donc, c'est comme ça que, effectivement, le développeur, il va pouvoir ensuite avoir une base pour corriger ou adapter, en tout cas, son code. Une fois qu'il a réalisé ça, l'outillage va rajouter un accélérateur supplémentaire, c'est-à-dire qu'il va simuler l'action opérationnelle. Et c'est comme ça qu'on va se passer des équipes fonctionnelles. C'est-à-dire que pour pouvoir reproduire, régénérer en tout cas un comportement ISO, en fait, la plateforme va rejouer à l'identique les messages comme s'ils sortaient des applications. Donc l'équipe fonctionnelle va être totalement déchargée des tests, en tout cas de non-régression, qui vont dérouler d'un correctif ou d'une évolution. Et je fais une démonstration juste après. Donc, je vais avoir besoin de vous montrer 3 modules. Le premier module, c'est la supervision des échanges. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à faire du suivi de production, mais dans notre cas de test, ça va nous permettre de suivre les échanges de tests. Ensuite, ces échanges de tests, ils vont tout simplement alimenter notre module de test de non-régression, qui, effectivement, c'est la collecte des données de production, et ça va nous permettre de réinjecter ces échanges directement dans un autre environnement, un environnement de recettes. Le dernier module qui va être mis en œuvre, qui est mis en œuvre de manière sous-jacente, je ne m'attellerai pas beaucoup dessus, mais c'est le module de rejeu. C'est une fonctionnalité unique qui permet de, en production, rejouer sur un clic, et puis dans un besoin de validation et de test comme maintenant, on va réinjecter les jeux de test. Donc, je passe tout de suite à la démonstration. Donc, vous voyez,
EFR, donc c'est une console principalement de supervision, donc c'est la partie gestion des flux. Ici, j'ai la liste des échanges, par exemple, la liste des échanges de la journée avec les différentes sources de destination. On a une information extrêmement simple. Et si je rentre dans le détail, je vais me retrouver à pouvoir consulter des échanges qui sont simplifiés, qui ont une vision simple pour les équipes métiers, avec une référence des sources de destination, une information transportée et un état. Donc le métier, il comprend ça, il voit que ça. Les équipes IT, eux, sont intéressés par le détail des demi-flux qui sont sous-jacents. Est-ce que ça part d'un serveur FTP, d'une API? Est-ce que ça passe par des messages ou des différentes couches? Qu'importe. Mais en tout cas, la plateforme va mettre en évidence les différentes erreurs qui sont survenues sur les couches techniques sous-jacentes. OK, très bien. Donc, une fois que j'ai cette page-là, et bien, tout naturellement, je peux prendre cette référence et dire que cette référence, ce flux-là, et je vais le rajouter, en tout cas, à un scénario. Ces scénarios se retrouvent dans l'outillage de test, et cet outillage de test va être organisé en deux grands blocs, le bloc des scénarios, le bloc des campagnes. Donc, on retombe très naturellement dans des notions de test pour organiser les scénarios à réaliser et les campagnes à dérouler. Donc là, effectivement, j'ai un écran qui présente l'exécution d'une campagne de test. Dedans, j'ai 3 exécutions, donc 3 scénarios qui ont été exécutés. Le premier scénario, donc on retrouve en tout cas toute la vision que je vous ai présentée juste avant avec les échanges et les demi-flux techniques. Donc l'exécution, l'outillage de test va permettre aux équipes d'intégration, aux équipes techniques de valider qu'on a bien un comportement identique au niveau des demi-flux techniques, donc avec une comparaison en entrée et une comparaison en sortie. Et en cas de dysfonctionnement, par exemple ici, c'est ce qui s'est passé dans le deuxième scénario, j'ai un échange qui s'est mal passé. L'outillage me dit tout de suite, de manière automatisée, qu'on a des contenus qui sont différents. Et bien, très bien, je regarde et l'outil me présente la différence en me disant, ah, effectivement, ici, en sortie, tu as une différence, tu as 2 lignes qui ont disparu et une ligne qui est apparue. Donc, l'outil me montre rapidement, ou avec un minimum d'effort, quelles sont les différences voulues ou non désirées que l'outillage a détecté. Donc, en cas d'un correctif, donc c'est très bien qu'on ait des différences. En cas d'une migration ou d'un upgrade de plateforme, c'est une mauvaise chose. Donc, là, c'est aux développeurs, c'est à l'équipe de test, en tout cas, de savoir ce qui va les intéresser. Mais en tout cas, l'outil vient présenter de manière native et de manière directe toutes les informations. Alors, l'outil, j'ai un autre exemple ici, met en évidence, par exemple, des flux XML. Tout à l'heure, j'avais un flux, un contenu CSV. Là, effectivement, on a un contenu XML avec des balises et des contenus qui diffèrent. Voilà. Contenu, voilà, même le contenu ici qui a disparu, on a une comparaison très efficace. Voilà ce que l'outil propose. Donc l'outil fait un vrai lien entre la supervision qui alimente l'outillage de test et l'outillage de test exploite le module de rejeu pour revenir et réinjecter le nouveau flux. Et ensuite pour récupérer le résultat supervisé dans la plateforme cible. OK, je passe le temps. Donc, en termes de résultats,
Donc, pour revenir aux douleurs, donc effectivement en vert, on voit les éléments structurants et les gains qu'apporte la plateforme. Aujourd'hui, ce qu'on constate chez nos clients, c'est qu'on a près de 50%, un peu plus en fait, ça dépend des clients. Mais en tout cas, on a au moins 50% de charges en moins, puisqu'on vient faciliter la collecte, on vient faciliter le délai, on vient euh, enrichir, en tout cas construire des références de test pour permettre aux équipes de développement de flux d'être très autonomes et de pouvoir rejouer sans avoir besoin des équipes fonctionnelles. Donc c'est effectivement sur ces itérations de non-régression où on a des gains très importants. Voilà ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.